Vous écoutez Anne Pinjot et François Mitterrand, Fragment d'une passion amoureuse, épisode 3. En cette année 1971, la politique n'est jamais loin dans la correspondance foisonnante que François Mitterrand entretient presque quotidiennement avec Anne Pinjot. Et lorsqu'il s'apprête à prendre la tête d'un nouveau parti socialiste en juin à Épinay, lors d'un congrès qui va faire définitivement basculer son destin politique, il prend le temps d'écrire chaque jour à Anne une carte postale pour partager avec elle dans l'instant ces heures cruciales. Vendredi 11 juin 1971, le chant du départ. Pour Épinay-sur-Seine où commence ce matin le congrès socialiste dont je pense, tu le sais, qu'il peut changer toute la politique française. Samedi 12 juin 1971, le congrès. J'y vis assidûment. Assis parmi les délégués de la Nièvre, je ne quitte pas ma chaise. Le soir, dans mon hôtel de Montmorency, je rencontre les minorités Defferre, Chevènement, Mauroy, et nous convenons d'unir nos suffrages. « 7h45, levé. Il me faut parler et convaincre 1000 délégués 3 heures plus tard. » Dimanche 13 juin 1971. Mon discours emporte le congrès. Mouvement d'une rare intensité, c'est gagné. Donc, les difficultés commencent. Envie de penser à autre chose. De l'eau qui descend en torrent sur la roche. Du ciel profond. Toi près de moi, marchant parmi les herbes fleurs de juin. Ton beau regard vert. Et la passion, le plaisir. La paix d'un après-midi de bonheur. François veut croire que les crises sont maintenant terminées et que Anne, qui a 28 ans, va rester à ses côtés. Moments magiques passés ensemble à écouter Léo Ferré, chanter les poèmes d'Aragon. Une émotion violente nous étreint. Nous écoutons notre disque Ferré-Aragon. Tu es assis sur le tabouret et moi dans le fauteuil bleu. Tu me serres dans tes bras, visage contre ma poitrine. Nous nous unissons à vouloir nous incruster. Certain d'avoir remporté le cœur de la jeune femme, François emmène Anne à Vienne, en Autriche, en octobre 1971. Amour passionné, symbolisé par cette photographie qu'il aime, car elle représente pour lui la certitude que cet amour est toujours là, toujours fort. Mais il n'en est rien. Anne est épuisée par les tourments que lui inflige cette relation. Elle ne supporte plus cette vie dans l'ombre, ce poids du secret, cette passion qu'elle ne doit garder que pour elle, et dont même ses parents ne doivent pas être au courant. Anne hésite vraiment à se marier avec un autre. Cette fois, c'est décidé. Elle quitte François Mitterrand, comme elle l'écrit dans une lettre de rupture. Si l'amour libre me prive de maison, d'enfants, d'espoir, de calme, de sécurité, de dignité, il doit au moins rester libre. Non, je n'ai pas de devoir envers toi. Je t'ai appartenu de 19 à 28 ans. Il me semble que c'est assez pour se rendre compte de l'impasse. Il y aura toujours une intervention, une élection ou un congrès dans l'air. Moi, j'ai la fatigue, l'inquiétude quotidienne. Si tu m'aimes, tu dois essayer de me rendre heureuse. Et me rendre heureuse, c'est effacer. Si je te fais mal, c'est qu'on ne peut se détacher de quelqu'un qui vous tient les poignets qu'en mordant. Essaye de comprendre. Nous luttons chacun pour notre vie. Et puisque nous ne pouvons lutter ensemble, je te demande de me laisser choisir. En lisant cette lettre que Anne lui tend, François sent le sol se dérober sous ses pieds, comme il l'écrit dès le lendemain. Le coup de poing,
la meurtrissure, l'absence. Ce matin, mon corps n'est qu'une plaie intérieure. Je ne sens pas mon âme. Nous rentrions à pied. Tu me fais lire sans me la donner une lettre de rupture. Tu as des mots de cruauté. Anne-François, ça n'a jamais existé. Mais François n'est pas homme à renoncer. Perdre Anne, ce serait comme perdre sa boussole. Cette vie sans elle n'aurait plus de sens. Alors il la supplie de lui accorder du temps. Et il va prendre une décision déconcertante. Mon cher amour, je me suis battu contre toi. Parce que je t'aimais, j'ai mendié du temps. Tu me l'as accordé. En échange, faute de courage pour vivre près de toi à Paris sans te voir, j'ai cherché un but pour que cette période de séparation soit à la fois supportable et pour nous deux féconde. Et voilà, nous y sommes. Je tremble de te perdre tant tu es lié à moi, tant je suis lié à toi. Mon avion part à 13h10, Orly Ouest, pour Calcutta. En guise de pénitence, François Mitterrand choisit, à la grande surprise de Anne, de partir en Inde, dans des bidonvilles, auprès d'un prêtre de sa connaissance. Pendant son voyage, il va rédiger chaque jour un carnet de bord sur un petit bloc de papier qu'il remettra à Anne Pinjot à son retour. Étonnant journal pour un voyage demeuré secret. La journée a été rude. On est allé d'abord chez le père Laborde dans son slum de Hawa, ville jumelle de Calcutta. Le père habite une minuscule chambre, la moitié de la tienne, dans un ensemble de bâtisses innommables donnant sur des égouts à ciel ouvert. Quel spectacle! J'en ai encore le cœur soulevé. Le père Laborde a peut-être 45 ans, maigre, à forte mâchoire, un rire frais, presque enfantin, des lunettes de fer. Il sait tout faire et n'est qu'humilité. Ensuite, nous avons visité un camp de réfugiés au nord et un hôpital de campagne. Nous avons transporté un enfant mourant. Nous sommes rentrés par le camp de Salt Lake, 300 000 réfugiés, les baraques en copeaux de bambou, toits en toile plastique, les hôpitaux ou dispensaires indescriptibles. On rencontre lépreux, tuberculeux, galeux. À l'hôpital, il y a 2-3 malades par lit, quelles que soient les maladies, hommes ou femmes, vivants ou morts. Il n'y a aucune chance pour personne. Eh bien, moi, je suis seul dans ma chambre et c'est à Anne que j'écris. Tu t'appelles Anne et je t'aime. Jamais moi je ne te quitterai. À quoi penses-tu quand nous sommes séparés? Moi, c'est simple. À toi et tout le temps. N'établis jamais ce silence du vide entre nous, ma bien-aimée. Je t'en prie, je t'en supplie. Y penser me déchire. J'ai si mal. Au retour de François Mitterrand, Anne Pinjot cède et reste. Comment résister à tant de passion et à ces précieux moments d'échange éblouissants? Dans une série de lettres de Anne, parmi les rares qui ont été retrouvées, la jeune femme écrit alors son amour absolu. La journée a commencé par ta lettre, chef-d'œuvre de l'écriture bleue. Que j'aime ces merveilles que tu n'écris que pour moi. Quel privilège immense. Chaque jour, je choisis une heure tranquille pour penser à toi. J'imagine tellement ton visage, ta voix, ta chaleur. Je sais que je t'aime passionnément. Je suis bien.
voix brûlante et force de ta présence. Si je pouvais retrouver tout cela, tu es tout mon bonheur. Tu sais que tu es le trésor des trésors. Tes coups de fil du matin me rappellent le retour de la première nuit et l'arrêt au long de la route pour acheter des bouquets de jonquilles à tous les carrefours. J'aime toutes tes folies, toutes celles qui arrachent d'un gluant quotidien. Ô mon créateur de joie, je vous aime. Puisqu'Anne Pinjot ne sera jamais mariée et qu'elle devra donc vivre dans le péché selon l'Église catholique, il va maintenant lui falloir organiser sa nouvelle vie dans la France traditionnelle de ces années 70. Premier objectif, l'indépendance financière. Anne réussit le difficile concours de conservateur des musées nationaux. Premier stage et premières expériences au musée de Cluny, au musée Rodin, puis au musée du Louvre. La sculpture, dont elle va devenir l'une des meilleures spécialistes du pays, sera la passion de toute sa carrière. Sans cette passion, Anne n'aurait sans doute pu supporter cette vie de compagne de l'ombre. Désormais, elle a un métier qu'elle aime. Elle parvient à acheter pour une bouchée de pain un petit appartement à Saint-Germain-des-Prés. Anne sera ainsi indépendante de tous, et d'abord de François Mitterrand. Et puisque l'homme de sa vie, qu'elle vient définitivement de choisir, lui a écrit au plus fort des crises de leur couple qu'il était prêt à prendre le risque d'avoir un enfant hors mariage, malgré ses ambitions politiques, eh bien, chiche. J'ai souvent pensé à te faire un enfant. Je ne l'ai pas fait par respect de ton consentement. Et puis, tu ne me l'as jamais demandé, fût-ce dans l'égarement de nos heures bénies. Mais je souffre de ne pas avoir cet enfant né de toi. Un enfant de toi et de moi, si facile et si beau. Et souvent je me révolte. Pourquoi pas? Cette responsabilité et ses conséquences évidentes ne m'effraient pas. Maintenant qu'elle a un métier et un toit, Anne demande ce cadeau à François qui accepte, emporté par l'amour et par la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, que les amants aiment écouter. Depuis la promesse non tenue de Latch, François veut aussi trouver un endroit à eux deux, comme ils en avaient rêvé. Et si un enfant devait advenir, il lui faudra bien un refuge. Depuis plusieurs années, François Mitterrand et Anne Pinjot se rendent chez leurs amis, Pierre et Laurence Soudet, dans le petit village de Gordes, face au massif du Luberon. Un village de pierre presque abandonné. C'est là que François achète un terrain, dans ce lieu qu'ils ont appris à aimer tous les deux. Sur ce petit terrain, François fera ensuite construire une maison simple en pierre du pays, de plein pied. Certes, ce n'est pas Latch et ses chênes, mais ce sera Gordes et ses oliviers. Une maison, un enfant qui s'annonce avec la grossesse de Anne au printemps 1974. Un projet de vie qui va tout à coup être bouleversé par les événements. En raison de la mort de Georges Pompidou, l'élection présidentielle doit être anticipée de 2 années et se déroule au printemps 1974 lors d'une campagne éclair. François Mitterrand parvient à nouveau à réunir la gauche tout entière derrière sa candidature. Cette fois, ses chances de l'emporter sont bien réelles. Pendant ce mois de campagne intensive, les lettres sont interrompues. Le candidat sillonne la France et met en scène en famille son enracinement à Latch,
dans ce sud-ouest qui lui est favorable. Malgré une belle campagne, Mitterrand va échouer de peu face au jeune Valéry Giscard d'Estaing, qui est parvenu à ringardiser son adversaire lors d'un débat télévisé d'entre-deux tours, raté par le candidat de la gauche. François Mitterrand n'exprimera rien sur ses 49% au second tour. Mais pour Anne Pinjot, qui est alors enceinte, cette défaite est comme une bénédiction. Le couple vient de gagner quelques années supplémentaires de tranquillité, qui vont être consacrées à un heureux événement. Survenu un jour de décembre 1974, dans une clinique d'Avignon. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Anne Pinjot et François Mitterrand, Fragment d'une passion amoureuse, est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Yami 2, réalisé par Yvain Gaillard et Hugues Nancy, et écrit avec Pierre Favier. Musique, Michel Korb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.